Bonjour à tous. Écoutez, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous allez bien. Euh, donc, demain, vous allez vous ruer sur les bars et les terrasses. Donc, on en profite aujourd'hui que vous êtes encore coincés chez vous pour vous parler un peu de science. Bon. Donc, je remercie le service de diffusion des connaissances pour avoir invité à présenter cette conférence et vous parler un petit peu de nos travaux sur la toile cosmique. Alors, avant de démarrer cette conférence, je voudrais juste vous dire que ce travail a été réalisé. Bon, c'est un travail qui a démarré il y a longtemps, mais dont la partie interprétation, analyse a été faite durant les 2 confinements successifs. Et juste pour le contexte, en fait, moi, je rentrais de Paranal d'une mission en février l'année dernière. Et puis, bon, les choses ont un peu partie en live, je dirais. Donc, je suis allé me confiner en Suisse, dans un endroit charmant. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que mon agenda s'est vidé complètement. Alors, enfin, vous savez, quand on est chercheur en fin de carrière, comme je le suis, et on a la chance ou la malchance, ça dépend comment on le voit, d'être un peu connu, on se retrouve dans une quantité assez considérable de meetings, de réunions, d'expertise, etc. Et on a un agenda assez plein, on voyage beaucoup. Et donc, pour la première fois depuis assez longtemps dans ma carrière, tout d'un coup, mon agenda s'est vidé à part quelques réunions Zoom, et j'avais énormément de temps devant moi. Et donc, je me suis dit que j'allais regarder ces données sur la toile cosmique. Et ça a été extrêmement enrichissant de pouvoir finalement revenir à notre métier de base, qui est de faire la recherche. Et donc j'ai eu le temps pour le faire. Donc c'était un côté bénéfique du confinement. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, donc, il faut que je clique. Alors, c'est soit les flèches du clavier, soit à la souris. Soit les flèches. Alors, de quel clavier? De Ah non, non, oui, hop. Non, non, avec celle-ci. A priori, non. Ah. La souris? Hop. Si, c'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la toile cosmique et on va commencer par définir ce qu'est ce terme. Ensuite, je vous donnerai le contexte général, le contexte astrophysique, et puis je vous parlerai du champ ultra profond que nous avons conduit avec Muse dans le but de répondre à ces questions sur la toile cosmique, puis la détection elle-même. Donc comme on a un peu de temps, on va pouvoir rentrer un peu dans finalement toute la démarche qui aboutit d'une problématique à une découverte. Et donc la découverte, c'est la réalisation qu'en fait une population de galaxies naines sera à même d'expliquer ce qu'on voit dans la toile cosmique et d'en déduire les conséquences pour la formation et l'évolution des galaxies. Alors la toile cosmique. Alors, reprenons l'histoire du début. Donc au début de l'univers est essentiellement homogène et isotrope. Mais il y a des très petites fluctuations de densité, et ces fluctuations de densité vont croître. Et en fait, la toile cosmique, c'est en fait le résultat d'une double chose qui est à la fois l'expansion de l'univers et la contraction gravitationnelle de la matière. Et donc, ces deux choses finalement vont produire cette structure de toile dans lequel il y a des régions plus vides, des régions beaucoup plus denses et des filaments. Cette structure. Donc cette structure, elle est effectivement prédite par la théorie. Elle est simulée. Donc ce que vous voyez ici, c'est une simulation numérique cosmologique, réalisée en partie d'ailleurs à l'Observatoire de Lyon, et dans lequel on regarde comment évolue la matière au cours du temps. Alors, bien sûr, c'est une simulation, donc est-ce que sait-on finalement de la distribution des galaxies? Donc là, on sait pas mal de choses, parce que c'est un problème que l'on étudie maintenant depuis plus d'un demi-siècle. Donc, si on regarde les galaxies, près de nous, et même loin de nous,
on constate qu'en effet, elles ne sont pas distribuées de façon uniforme. Donc dans cette figure que vous pouvez voir, qui est ce qu'on appelle un recensement de galaxies sur les 2 milliards d'années-lumière en distance autour de nous, donc quelque chose qui n'est pas complètement local, mais qui ne va pas non plus jusqu'aux confins de l'univers, on peut voir qu'effectivement, les galaxies ne se distribuent pas au hasard. On trouve des régions, alors je vois avec le pointeur ici, beaucoup plus denses, où il y a beaucoup de galaxies, puis il y a des régions vides, hein, et puis en fait, les galaxies donc s'assemblent sur ces régions denses et sur ces espèces de structures filamentaires, comme un espèce de réseau de neurones un peu. Voilà. Donc on sait que les galaxies se distribuent effectivement à grande échelle de cette façon. Mais en fait, ce qu'on appelle la toile cosmique, c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment les grandes structures de l'univers. Elle en fait partie, mais la toile cosmique, c'est non seulement les galaxies, mais surtout toute la matière qui est autour. Donc, quand vous voyez cette figure, qui, je rappelle, est une simulation, vous voyez un réseau extrêmement complexe de filaments et de matière, avec des objets brillants qui sont les galaxies. Si vous observez ça avec nos moyens actuels, que sont les télescopes, en fait, vous voyez ça, c'est-à-dire essentiellement quelques objets. Donc vous voyez qu'entre les simulations et nos observations, il y a tout un monde. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est non seulement de retracer où sont situées les galaxies, mais de voir dans quel milieu elles évoluent. Parce que comme nous le verrons, il y a une influence extrêmement importante du milieu sur l'évolution des galaxies. Ce milieu, on l'appelle le milieu intergalactique, c'est-à-dire le milieu qui se passe au-delà de l'échelle des galaxies. Typiquement, l'échelle de ce milieu, c'est le million d'années-lumière. Alors, pourquoi le milieu galactique, c'est important? Quand l'univers est essentiellement composé d'hydrogène, l'hydrogène va se condenser dans ces filaments qu'on voit, et puis il va se condenser de plus en plus dans des structures dans lesquelles vont se former des étoiles. Dans ce cas-là, l'hydrogène, tout d'un coup, l'univers devient lumineux, il y a des milliers, des milliards d'étoiles qui forment ces galaxies. Donc, première chose, le carburant de ce qui va former des étoiles, il provient effectivement du milieu intergalactique. Le carburant, il essentiellement se trouve dans ces filaments de la toile cosmique. Donc, la quantité de carburant va vous dire finalement combien d'étoiles vous allez pouvoir vous former. C'est ça qui va finalement faire croître les galaxies en masse, car les galaxies naissent de façon sur des très petites structures. Au début, on les a même des proto-galaxies, et elles vont évoluer au cours du temps. Elles vont évoluer alors par croissance du gaz qui est accrété, qui est froid, qui tombe dans la galaxie, qui se chauffe, qui devient dense et qui forme des étoiles. Mais il va y avoir aussi les galaxies qui vont fusionner entre elles dans le cadre de galaxies plus grosses qui vont en absorber des petites, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et puis, il va y avoir aussi des moments où des étoiles vont évoluer et vont devenir ce qu'on appelle des supernovas. Donc ça arrive sur, pas toutes les étoiles, mais seulement sur les étoiles plus massives. Mais dans le phénomène de supernova, l'étoile explose et elle rejette la matière à très grande distance, à l'échelle en dehors de la galaxie. Donc si vous regardez à nouveau cette vidéo, là, qui est en train de passer devant vous, qui est une simulation numérique, donc vous voyez ici, par exemple, vous voyez ici que le gaz est en train de s'effondrer, puis regardez, hop, là il y a du gaz qui est en train d'être s'étendre à très grande distance, vous voyez, à une distance considérable, c'est une supernova qui a explosé. Et donc, il y a donc à la fois accrétion et éjection de matière. Et donc, cet ensemble assez compliqué entre ça plus les galaxies qui vont se fusionner entre elles, va piloter la croissance des galaxies. Donc c'est un phénomène très important. Donc on ne peut pas étudier et comprendre l'évolution des galaxies si on ne les étudie pas dans leur milieu. Un peu comme les gens finalement. Alors,
que sait-on du milieu intergalactique? Alors effectivement, le milieu intergalactique en lui-même, c'est essentiellement de l'hydrogène neutre, froid, qui n'émet pas de lumière. Donc on ne le voit pas directement. Mais on peut l'observer quand on a la chance d'observer le long de la ligne de vue d'un quasar. Qu'est-ce que c'est un quasar? Un quasar, c'est une galaxie, un noyau actif, donc un trou noir supermassif, qui accrète de la matière et qui produit donc des réactions extrêmement intenses et qui produit notamment un rayonnement ultraviolet très puissant. Donc un rayonnement lumineux, disons. Donc un quasar va agir pour notre cas comme un espèce de phare. Et comme c'est un phare extrêmement puissant, on peut l'observer très loin dans l'univers. La lumière qu'il va émettre va, si elle rencontre un nuage de gaz, alors par exemple ici, donc on a un quasar ici, qui est là, et puis il émet de la lumière. Et puis la lumière va croiser un nuage de gaz qui est autour de cette galaxie, un nuage de gaz froid, et ce nuage de gaz formé d'hydrogène va produire ce qu'on appelle une raie d'absorption. Donc dans le spectre, c'est-à-dire la répartition de lumière du quasar, on va avoir comme ça des bandes d'absorption qui vont traduire qu'il y a effectivement, le long de la ligne de vue, un certain nombre de nuages de gaz du milieu intergalactique. Donc ça, c'est une façon assez puissante de voir, d'observer le milieu intergalactique. Il y a malheureusement un problème assez important, c'est que les quasars, ce sont des objets extrêmement rares dans l'univers. Et donc, on a de l'information ici, par exemple, que sur la quantité de gaz qu'il y a à cet endroit-là, mais on ne sait rien de sa répartition ici ou ailleurs, qui ne serait pas le long de la ligne de vue. Donc on peut avoir ici une vue vraiment un peu parcellaire, parce que voilà, vous imaginez une botte de foin, puis vous avez juste une aiguille, vous faites un prélèvement, vous regardez juste à un endroit, mais vous ne voyez pas là. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est des images de la toile cosmique, pour vraiment savoir comment ça se répartit dans ces filaments, pour pouvoir comprendre comment les galaxies évoluent à l'intérieur de ce milieu. Alors, pour ce faire, nous allons observer une région du ciel, que je détaillerai tout à l'heure, avec un instrument qui va nous permettre non pas de voir des raies d'absorption, mais de pouvoir détecter, parce qu'il est très sensible, de l'émission lumineuse. Donc l'émission lumineuse, elle est produite par les galaxies, j'ai dit. J'ai dit aussi qu'elle n'était probablement pas produite par le milieu intergalactique. C'est vrai, sauf si celui-ci est chauffé. Si celui-ci est chauffé par un rayonnement ultraviolet, il va, en étant chauffé, réémettre de l'énergie lumineuse qu'on serait capable d'observer. Donc, nous avons un instrument que nous avons développé ici à l'Observatoire de Lyon, en collaboration avec beaucoup d'autres instituts en Europe, qui s'appelle MUSE, pour le Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Cet instrument, c'est une longue opération. On l'a mis en opération en 2014 sur le Very Large Telescope au Chili. Et cet instrument a finalement son intérêt dans ce qui nous préoccupe ici, c'est qu'il est capable de détecter une émission lumineuse qui serait concentrée dans une seule raie, ou disons une seule couleur, pour faire simple, parce qu'il est capable de voir ça sur toute une région du ciel, sans qu'on sache où aller mettre, par exemple, la forme du spectrographe ou tel instrument. Donc, il va être capable de détecter une émission lumineuse, finalement, où qu'elle soit, si elle est effectivement suffisamment brillante. Donc, c'est ça, cette capacité, ce qu'on appelle un spectrographe 3D, qui va nous permettre de nous donner, pour chaque point du ciel, qu'il y ait apparemment quelque chose ou pas, une information spectrale, une information de couleur. Et si on a un objet qui émet la plupart de son énergie
à une longueur d'onde, ou dans une couleur, mais pas ailleurs, on va pouvoir bénéficier d'un contraste exceptionnel et détecter cet objet, alors que si on faisait une image classique qu'on fait à travers une bande large, on ne verrait pas l'objet. Donc c'est ça la caractéristique ici qui nous intéresse de l'instrument Muse, et sa capacité à observer donc une région du ciel comme ça un peu en aveugle. Alors, effectivement, la première observation de la toile cosmique, alors bon, la toile cosmique c'est quelque chose qui a beaucoup motivé les observateurs, donc beaucoup d'observations ont dit j'ai trouvé la toile cosmique, bon tout dépend, mais disons la première vraiment qui a été faite à grande échelle, c'est une observation qui a été faite par Muse, publiée par Umehata en 2019, qui a été faite dans un champ très particulier, qui est un champ où il y a de nombreux noyaux actifs. Alors cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé les noyaux actifs comme un phare dans lequel on va regarder des raies d'absorption. Ils ont observé ces noyaux actifs parce que ces noyaux actifs produisent de l'énergie ultraviolet et ces noyaux actifs vont en quelque sorte allumer aussi leur environnement. Et si on peut réobserver cette fois-ci le gaz chauffé qui va réémettre de l'énergie, on devrait pouvoir détecter effectivement la structure filamentaire autour du quasar. Alors, en l'occurrence, c'est autour des quasars, des noyaux actifs, c'est une région très particulière. Donc, effectivement, ils ont trouvé des régions à l'échelle du million d'années-lumière qui ont une structure filamentaire. Alors, pourquoi faire autre chose? On pourrait dire, au fond, ben voilà, ça a été fait, on l'a trouvé, la théorie était juste, la messe est dite. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les quasars sont, comme j'ai dit, ces objets très rares, et ils sont situés dans des zones très particulières de l'univers. Dans la toile cosmique, ils sont situés dans ce qu'on appelle les nœuds. Les nœuds, c'est, ici, vous voyez, le croisement de multiples filaments. Ces nœuds sont les régions les plus denses de l'univers. C'est des régions où la plupart des galaxies, beaucoup de galaxies, pas la plupart, mais beaucoup de galaxies vont tomber et vont croître. Et dans ces nœuds, on trouve effectivement des quasars parce qu'on a créé des galaxies extrêmement massives, des trous noirs très très massifs, et donc qui vont provoquer ce phénomène de quasars. Mais ces nœuds, au fond, ils représentent à peu près 10% de la matière totale de l'univers. Et ils sont dans des régions, comme je dis, d'une très très grande densité, et on ne peut pas être sûr qu'ils sont complètement représentatifs de la structure filamentaire de la toile cosmique. Or, finalement, notre galaxie, qui est une galaxie complètement normale, qui n'est pas une galaxie géante au centre d'amas, elle n'est pas née dans un nœud de la toile cosmique, elle est née dans un filament comme ça. Et c'est le cas de la plupart des galaxies et la plupart de la masse de l'univers. Donc on s'intéresse quand même à savoir quelle est la toile cosmique en dehors de ces nœuds de la toile. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire. Pour ceci, on s'est donné comme défi de réaliser la pause la plus profonde, la plus longue, qui n'ait jamais été faite sur un télescope. Et donc on s'est dit, on va pousser les limites, et notre objectif c'était de cumuler plus de 100 heures d'observation du VLT sur un unique champ. Alors ça paraissait un peu dingue en fait à faire, mais on avait bénéficié de plusieurs avantages. Premièrement, on avait, en 2017, on avait couplé Muse avec un système d'optique adaptative très performant du VLT. Et avec ce système, vous pouvez voir la photo ici,
vous voyez les 4 étoiles laser, on est capable d'améliorer la précision, la netteté en quelque sorte, de Muse pour voir des choses donc plus petites et plus détaillées. Donc ça, c'était un gain assez important. La deuxième chose, c'est que, au fond, depuis 2014, on avait commencé à beaucoup apprendre et on a fait déjà pas mal de choses. Donc c'était à mon avis le bon moment de tenter cette expérience ultime. Alors quel champ nous avons choisi? Donc là, on a manqué beaucoup d'imagination, on a choisi le champ profond de Hubble. Pourquoi le champ de Hubble? Alors, donc c'est quoi le champ de Hubble? Donc en 2003, entre 2003 et 2004, le télescope Hubble a pointé une région du ciel située dans la constellation du Fourneau, dans l'hémisphère sud, qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle est en dehors du plan de la galaxie, donc on n'est pas gêné par toutes les étoiles de la galaxie. Et cette région du ciel, il l'a posée, il a fait un peu l'expérience qu'on a faite, mais il y a bien longtemps, en posant le plus possible. Donc il a cumulé 300 heures à peu près, cumulées d'observations, sur cet endroit-là, en bénéficiant du fait qu'il est en dehors de l'atmosphère, donc l'atmosphère est stable, il n'y a pas de perturbation, et donc on est capable à ce moment-là de cumuler beaucoup d'heures d'observation. Il a fait ça dans 7 couleurs, 7 filtres, 7 bandes larges, qui vont de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et il a produit ce qui a été jusqu'à ce jour l'image la plus profonde de l'univers jamais observée. Cette image emblématique que tout le monde a vue couvre en fait une toute minuscule région du ciel, dans laquelle, a priori, il n'y a rien, mais quand on regarde dans le détail suffisamment profond, en fait, on peut voir des milliers de galaxies, certaines des galaxies proches qu'on peut voir ici, qui sont plus résolues, et puis tous ces petits points, y compris les plus minuscules, sont des galaxies également. Donc ça nous a fait, depuis 2004, c'est devenu à la fois le champ de référence de l'astronomie extragalactique, mais ça nous a vraiment appris, révolutionné l'étude de la formation et l'évolution des galaxies. Donc c'est ce champ qu'on a choisi. Alors, on avait déjà commencé à observer ce champ emblématique, puisque finalement c'est une première chose qu'on fait. Si vous avez un instrument qui veut faire de la cosmologie observationnelle, ou de l'astrophysique extragalactique, il va forcément observer ce champ. Donc ce champ a été non seulement observé par Hubble, mais il a été suivi par des satellites Chandra, satellites rayon X, il a été observé en radio, enfin toutes les longueurs d'onde possibles. Donc sur ce champ, on possède une collection extraordinaire et unique d'informations complémentaires. C'est en mettant ensemble toutes ces observations qu'on va pouvoir avancer. Donc on a un nouvel instrument qui, par exemple, aborde soit une nouvelle façon d'interroger le ciel en quelque sorte, ou une nouvelle façon d'obtenir des données, on va vouloir faire ce champ-là, parce que c'est le champ de référence, et on va vouloir coupler ce qu'on apprend de nouveau avec ce qu'on sait déjà. La science se construit forcément par briques, et on redémarre heureusement jamais de zéro. Donc dans ce champ, que vous pouvez voir ici en noir et blanc, qui a été observé, comme je l'ai dit, donc en 2003 en 2004. Il a été suivi par des observations des télescopes terrestres, les grands télescopes, le VLT, Keck, par tous les instruments possibles, notamment pour faire de la spectrographie. Alors, Hubble nous avait donné des images. On avait même 7 images dans 7 couleurs différentes. Donc c'est bien, ça permet déjà de faire énormément de choses. Mais ça n'est pas suffisant, parce que vous n'avez pas l'information qui vient des spectres. Donc si vous avez l'information spectrale, ça vous donne accès à des informations bien plus riches, qui sont la composition chimique, ce qui vous sont la distance extrêmement précise de ces galaxies, éventuellement les mouvements de la galaxie, comment les étoiles tournent, comment le gaz tourne, son état d'excitation, de température, voilà. Toutes ces informations physiques sont essentielles. Donc effectivement, à terme, il est important d'avoir cette information spectrographique sur ces objets. Et en 10 ans, les observations spectrographiques
ont permis d'obtenir qu'une centaine de galaxies sur les milliers qu'il y a dans ce champ de Hubble. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, parce que ces galaxies sont super faibles, parce que même avec un télescope de 8 mètres, il faut passer des heures, et puis il faut avoir un instrument spécial, et comme on observe galaxie après galaxie, ou quelques galaxies en même temps, mais pas tous en même temps, ça devient trop coûteux en temps. Donc finalement, la moisson, qui était intéressante, a été limitée. Quand on a observé, juste après avoir mis en opération MUSE, on a observé ce champ, on a accumulé 10 heures de pause, en faisant une mosaïque, parce que le champ de MUSE est plus petit que le champ total de l'Ultra Deep Field. Et puis il y a une région qu'on a poussée à 30 heures. Eh bien, ce qu'on a pu faire, vous allez voir le changement, je pense que c'est visible, c'est qu'on a multiplié par 10 le nombre de galaxies qu'on a pu observer. Donc ça, c'était un résultat, je dirais, techniquement assez spectaculaire, mais aussi, il nous a montré qu'on pouvait observer de nouvelles galaxies. Des galaxies qui étaient finalement tellement faibles qu'elles n'étaient pas vues par Hubble. Et pourquoi MUSE pouvait-il les voir? Alors MUSE, c'est un grand télescope, il travaille sur le VLT, donc c'est 8 mètres par rapport à 2 mètres 40 du HST, mais bon, il y a l'atmosphère du côté du sol. Mais surtout parce qu'avec MUSE, on va, comme je l'ai dit, donc je reviens un peu sur on va pouvoir sélectionner une raie, et cette raie, si elle concentre la majeure partie de la distribution de lumière des galaxies, eh ben, on va pouvoir les détecter alors qu'on ne les voit pas, même avec Hubble, en posant 300 heures sur l'image la plus profonde qui ait jamais été faite. Donc ça, c'était assez intéressant. Ça a eu beaucoup de conséquences. On a publié beaucoup de résultats sur l'étude de ces galaxies, notamment ces galaxies les plus lointaines, et on n'a sûrement pas fini d'exploiter cette moisson de données. Mais là, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait pousser pour aller encore plus profond pour pouvoir détecter effectivement la toile cosmique dans les filaments au-delà des quasars. Donc on a mené cette campagne d'observation et on a fait 6 missions par annale de août 2018 à janvier 2019, observant pendant les nouvelles lunes, au moment où l'objet était observable dans le ciel. Et on a observé donc, comme j'ai dit, avec l'optique adaptative, et finalement, donc, notre objectif de 100 heures, on l'a même dépassé, on a pu avoir 140 heures effectives cumulées. Donc le pari était réussi, mais ça, c'était que la moitié du chemin. Quand vous obtenez des données, et que vous allez chercher les choses les plus difficiles, parce que c'est là où se font les découvertes, c'est pas sur les choses faciles, c'est sur les choses difficiles, il faut être sûr que les données sont calibrées au petit poil, si j'ose dire. Qu'elles soient aussi parfaites que possible. C'est un travail assez ingrat, mais nécessaire, dans lequel on va essayer ce qu'on appelle de corriger des effets instrumentaux. Parce que quand vous observez avec un instrument, quel qu'il soit, même si vous regardez à travers une vitre ou avec votre paire de lunettes, n'importe quoi, l'instrument que vous avez entre vous et ce que vous allez observer n'est jamais parfait. Il va introduire une déformation, des reflets, des choses, etc., qui ne traduisent pas ce que vous observez vraiment. Donc il faut absolument comprendre. Donc entre 2015 et 2017, on a travaillé pour essayer de mieux traiter les données, de mieux enlever cette signature instrumentale. Or, MUSE est un instrument compliqué. Il est fait de 24 spectrographes, 24 détecteurs, des milliers de systèmes optiques qui sont les découpeurs de champs. Et tout ça, évidemment, introduit une signature qu'il faut enlever. Vous voyez qu'on a bien travaillé, que finalement le progrès est assez spectaculaire. Donc ce que vous observez sur cette image, c'est un champ MUSE observé, c'est la même observation, mais entre 2015 et 2017, alors dans lequel on a compressé très fort l'image pour faire apparaître tous les défauts, et vous pouvez voir que les défauts, qui sont cette structure carrée qui résulte en fait de la composition des 24 spectrographes, a pratiquement complètement disparu et on se retrouve avec un champ où on ne voit plus que des galaxies. Et un fond qui est plat et qui est bien comme il faut. Mais ça a pris pas mal de temps. Alors on a traité les données, ça nous a pris à peu près 1 an. Et puis ensuite, il fallait les analyser pour essayer de chercher la toile cosmique.
Comment allait-on faire? On a un jeu de données qui est quand même assez important. Mais on sait des choses. On sait que la toile cosmique qu'on cherche, et là où ça nous intéresse, c'est celle qui est loin. C'est celle qui est peu de temps après le début de l'univers. Parce que c'est là où les phénomènes sont les plus actifs au niveau de l'univers. Et c'est cela qu'on veut essayer de comprendre. Or, quand on observe un champ, donc avec muse ou avec un instrument quelconque, plus on regarde loin, plus le champ est grand. Donc en fait, ce qu'on observe, vous voyez, en fonction ici de l'âge de l'univers, c'est un cône. Donc il est minuscule tout près de nous, mais plus on va loin, plus il devient grand. Alors on s'est concentré sur cette région des 2 premiers milliards d'années après le Big Bang, parce que c'est dans cette région qu'on espère trouver la formation la plus active des galaxies à travers donc la toile cosmique. Et on s'est dit une chose, puisque les galaxies naissent dans le milieu intergalactique, elles naissent dans les filaments de la toile. Si on peut repérer un endroit où il y a beaucoup de galaxies, puisqu'on regarde tôt, ces galaxies sont jeunes, elles se sont fabriquées depuis pas tellement longtemps, on va donc trouver, elles vivent grosso modo dans ces filaments, et donc si on concentre la recherche sur ces zones, on a plus de chances de tomber sur des filaments. C'est ce qu'on a fait. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de faire un recensement des galaxies. Donc quand on fait un recensement des galaxies dans Muse, c'est une espèce de partie de pêche à la ligne, un peu sophistiquée, on a un peu plus qu'une canne, mais dans lequel, en fin de compte, on va regarder dans cette espèce de cube de données, et on va rechercher des objets. Alors on voit des objets brillants, hein, la plupart de ce qu'on voit ici sont brillants, mais de temps en temps, quand on se promène dans le cube, en quelque sorte, on va voir tout d'un coup des objets qui s'allument et qui s'éteignent. C'est quand à un moment donné, on croise dans le cube de données une raie. Donc on a développé des méthodes, des logiciels qui nous aident à faire cette détection. Mais à la fin, il y a une partie qui est de regarder ces cubes-là, de regarder ce que proposent les objets et de voir si c'est des galaxies proches, des galaxies lointaines. Donc cette partie un petit peu de pêche à la ligne où on ramène les filets, on regarde combien on a de poissons. C'est une partie qui est assez amusante, assez longue à faire, un peu addictive, mais on s'est bien amusé. Et donc la pêche a été fructueuse puisqu'on a ramené 2400 galaxies, dont la moitié sont situées entre 11,5 et 13 milliards d'années-lumière. Et intéressant, puisqu'on avait poussé à fond le Very Large Telescope avec Muse, donc on a obtenu 140 heures de temps de pause, 40% de ces galaxies distantes, en fait, ne sont pas du tout détectées dans les images de Hubble. Donc on a vraiment une complète nouvelle population de galaxies qui sont ultra faibles, mais qu'on est capable de détecter. La deuxième chose qui est faite, c'est maintenant, alors bon, on a identifié dans notre jeu de données des régions où il y avait beaucoup de galaxies qui sont situées entre 1 et 2 milliards d'années après le Big Bang. Donc on est content. Maintenant, il va falloir chercher dans ces régions-là ce qu'on s'attend à trouver, c'est des régions où il y en a de la lumière, mais qui ne provient pas forcément des galaxies, qui est extrêmement diffuse. Et donc ça, c'est quelque chose de compliqué à faire. Autant rechercher des points lumineux, on sait assez bien faire, même si c'est difficile. Autant de rechercher quand il y a de la lumière qui est comme ça, très diffuse, très étendue, c'est compliqué. Donc on a développé, avec David Marie, mon collègue de l'Université de Nice, une méthode qui est basée sur une méthode mathématique qu'on appelle les ondelettes, qui en fait, pour faire court, va décomposer une image en fonction de ce qu'on appelle la fréquence. C'est-à-dire, donc vous voyez cette image-là. Donc cette image-là, vous voyez qu'il y a, si vous voyez, il y a 2 objets là sûrement, peut-être un peu de lumière autour, mais c'est quand même pas mal bruité. Et donc la première haute fréquence, c'est finalement que le bruit de l'image. La deuxième moyenne fréquence ici, vous voyez clairement ressortir beaucoup mieux les galaxies. Cette fois-ci, on voit ces 2 là. Il y en a une là aussi,
une là aussi qu'on voyait à peine. Et puis la basse fréquence, qui est la partie qui nous intéresse, nous fait ressortir le signal de l'image, mais qui est réparti de façon plus étendue. Et cette partie-là, quand on regarde, on peut voir qu'il y a une partie où il y a carrément beaucoup plus de flux que dans le reste ailleurs. Et c'est cette structure, ce sont pour l'instant des filaments, lumineux qu'on observe et qu'on va pouvoir relier ou pas à la toile cosmique. Donc c'est ce que nous avons fait. Et on a identifié dans cette région-là, donc dans ces 2 milliards d'années, entre 2,2 et 0,8, 22 régions où on avait plus de galaxies que la moyenne. Et dans ces 22 régions, on a trouvé pour la plupart du gaz diffus, et dans 5, du gaz diffus en très grande quantité. Donc on s'est regardé plus particulièrement ces 5 régions. Je vais vous en montrer une. Donc ça, c'est un filament de la toile cosmique. Donc ce filament de la toile cosmique, il a été positionné là où il est. Donc l'image en arrière-plan et en couleur, c'est l'image de Hubble, que vous reconnaissez. Donc cette image, je rappelle, elle concentre toutes les galaxies qui sont vues, quelle que soit leur distance, une image projetée. Par contre, ce que vous voyez en bleu et blanc, ici, c'est la lumière diffuse que nous avons détectée à 11,5 milliards d'années précisément, soit 2 milliards d'années après le Big Bang. C'est à une distance particulière, dans cet endroit particulier, donc à cet endroit dans l'espace et à cet endroit dans le temps, en quelque sorte, on observe effectivement un filament de matière dans lequel une grande partie de la lumière est émise sur ces structures étendues. Alors les dimensions sont ici 15 millions d'années-lumière. Donc 15 millions d'années-lumière, on est vraiment dans la distance de l'IGM. C'est beaucoup plus que la distance d'une galaxie. Pour vous donner une comparaison, c'est 300 fois la taille de notre galaxie. Donc on est effectivement à des échelles qui sont en dehors de la galaxie. Et finalement, le plus intéressant, c'est quand on mesure le flux lumineux qu'il y a dans cette structure, on s'aperçoit que seulement 30% de ce flux, on peut l'expliquer par les galaxies qu'on voit. Vous voyez, on voit une galaxie ici assez brillante, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et permet d'expliquer le flux qu'il y a un peu autour, mais ne permet pas du tout d'expliquer la totalité du flux. Donc 70% du flux est inexpliqué. Donc la question, évidemment, la question suivante, la question à 1000 €, c'est d'où vient-il? Alors c'est quoi la source de lumière des filaments? Donc on a vu, ça ne peut pas être les galaxies qui sont détectées dans le filament. Alors nous on était partis sur l'idée, parce que c'était quelque chose qui était prédit par la théorie depuis à peu près 40 ans, que l'idée de ce qu'on appelle le fond ultraviolet cosmique. Alors c'est quoi le fond ultraviolet cosmique? C'est simplement la somme totale des étoiles, de la lumière émise par toutes les étoiles dans l'univers, et tous les quasars, toutes les galaxies. Donc tout ça, ça émet du rayonnement dans différentes longueurs d'onde, dont en ultraviolet. Et ce fond cosmique ultraviolet, dans lequel baigne tout l'univers, il n'est pas très puissant, mais il existe, et il va en quelque sorte chauffer les filaments d'hydrogène, et ces filaments vont réémettre très faiblement une partie de la lumière qu'ils ont reçue. Donc c'était ça la théorie. Donc cette théorie, comme j'ai dit, a été développée il y a 40 ans. Des calculs avaient été faits qui montraient que c'était extrêmement faible, mais on espérait pousser les observations pour l'observer. Or, quand on a fait les calculs de ce qu'on observait, on s'aperçoit que le fond ultraviolet cosmique n'est pas du tout assez puissant pour expliquer ce qu'on voyait. Donc on n'était pas dans l'environnement d'un quasar, on ne peut pas l'expliquer par les galaxies qu'on voit, et on ne peut pas l'expliquer par le fond cosmique. Qu'est-ce qui reste? Donc là, on s'est un petit peu gratté la tête, et on a cherché différentes, et finalement, après avoir réfléchi à pas mal de questions, l'hypothèse la plus probable pour nous, c'était qu'il existe une très grande population de galaxies naines, des galaxies qu'on ne voit pas directement, mais qui produisent chacun un peu de rayonnement, qui va donc chauffer le gaz
de la toile cosmique autour d'elle. Ces galaxies sont très petites, hein. On a un 100 millième de la masse des galaxies comme la nôtre. Alors, détaillons un peu ça. Tout d'abord, est-ce que ça permet vraiment de représenter ce qu'on se voit? Alors, nous avons fait l'exercice, on a fait une simulation numérique. Une simulation numérique dans laquelle on avait simulé, pas dans un modèle cosmologique, un filament de matière. Ce filament de matière, on l'a peuplé de milliers, milliards de toutes petites galaxies, et plus des galaxies un peu plus grosses. Et puis, on a regardé comment la lumière qui était émise. Donc, si on regarde cette image de gauche, c'est notre simulation. Donc, il y a une quantité énorme de galaxies, toutes petites, des plus grosses, etc. Et puis, si on prend cette simulation et qu'on dit on va l'observer avec Muse, qui malgré sa puissance n'est pas capable de tout voir, parce que c'est quand même très loin, en fait, on obtient l'image de droite. Dans l'image de droite, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on observe quelques galaxies. Donc, si je regarde ça, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, une dizaine de galaxies que je peux voir, clairement. Mais je vois aussi une espèce de lumière diffuse que le même algorithme que j'ai utilisé nous a repéré, dans lequel j'ai un flux supplémentaire que autour. Donc, on est capable de reproduire nos données. C'est très bien, mais ça ne prouve pas que c'est ça. Alors, la question, est-ce que c'est juste de penser qu'il y a des galaxies naines tellement plus petites? Alors, pour vous expliquer ça, sans rentrer dans les détails, il faut comprendre une chose. On parle de ce qu'on appelle la fonction de luminosité. C'est un terme savant, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va juste compter les galaxies qui ont une certaine luminosité, une certaine brillance. Donc je dis, ben voilà, pour une galaxie très brillante, j'en ai 2 moins brillantes, j'en ai 4 encore moins brillantes, etc. Donc on regarde comment évolue le nombre de galaxies en fonction de leur brillance ou de leur luminosité. C'est ce qu'on observe aujourd'hui ici. On peut voir que donc, les galaxies ici sont très brillantes, et puis ici moins brillantes. On peut voir que ce nombre augmente. Donc effectivement, et ça correspond à notre modèle de la formation hiérarchique des galaxies, dans lequel finalement on observe des tas de petites galaxies qui finalement en font des plus grosses, mais le nombre de grosses galaxies par nombre de petites galaxies est beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, le budget de masse de l'univers est dominé non pas par les très grosses galaxies qu'on voit, mais par les toutes petites qui sont en très grand nombre. C'est bien pour les petits, moi qui ne suis pas grand finalement. Alors, donc, on observe ça, et puis tout d'un coup, vous voyez ici, à partir d'une certaine ici, on observe que ça n'augmente plus. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça s'arrête? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la limite actuelle des observations. Au bout d'un moment, ces galaxies elles-mêmes deviennent trop petites qu'on puisse les détecter, et on ne les voit plus. Il n'y a aucune raison de penser que tout d'un coup, ça s'arrête. Mais de quelle façon ça augmente? À un jour, ça va s'arrêter. On ne peut pas former des galaxies infiniment petites. Au bout d'un moment, on ne pourra plus former d'étoiles. Donc bon, ça pose beaucoup de questions. Alors effectivement, si on veut expliquer que la toile cosmique est allumée, illuminée par ces galaxies, nous en faut un très grand nombre, il faut extrapoler cette fonction de luminosité par plusieurs ordres de grandeur. Est-ce que c'est réaliste? Alors, ça fait un petit peu peur hein, quand on extrapole quelque chose. On a des raisons de penser qu'on a faux, mais c'est souvent le cas. Peut-être qu'ici, on ne peut pas vraiment dire que c'est vraiment ça, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que des galaxies extrêmement petites, elles existent. Alors, si on regarde dans l'univers local, c'est-à-dire vraiment autour de nous, donc on a 2 grandes galaxies, la nôtre et la galaxie d'Andromède. Vous voyez, chacun, elle pèse 1,5 milliard de masse solaire, c'est-à-dire 1,5 milliard d'étoiles, grosso modo. Et puis, il y a autour de cela des toutes petites galaxies, des galaxies naines, dont certains, comme celle du Sculptor par exemple, qui fait 100 000 fois effectivement plus faible que notre galaxie. Donc ces toutes petites galaxies existent. Mais est-ce qu'elles existent en nombre suffisant? On ne sait pas.
Mais en tout cas, elles existent, donc elles ont existé. Et effectivement, aujourd'hui, on regarde l'univers très proche, hein, et l'univers très proche, il a beaucoup évolué par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 milliards d'années après le Big Bang. Il est dans un état très différent. Il faut imaginer qu'il y a 2 milliards d'années après le Big Bang, c'était une période intense de formation d'étoiles. C'est le moment où se forment les galaxies, où on va former des milliards d'étoiles, et où il y a beaucoup d'activités. L'univers maintenant, il est adulte, il est beaucoup plus calme et relax. Mais jeune, il était assez tumultueux. Donc, mais par contre, c'est assez rassurant de voir que ces galaxies naines, effectivement, elles existent. Et on n'a pas raison de penser qu'elles ont donc pu exister dans le passé, c'est sûr, et probablement en beaucoup plus grand nombre. Alors, c'est quoi les conséquences de cela? D'abord, ça a beaucoup de conséquences, qu'on commence juste à explorer. Une des conséquences, c'est que si effectivement il y a ce nombre de galaxies très petites, peu lumineuses, mais en immense quantité, elles sont probablement à la source de ce qu'on appelle la réionisation de l'univers. Alors, qu'est-ce la réionisation de l'univers? Donc, après le Big Bang, l'univers est extrêmement chaud et il est ce qu'on appelle ionisé. 400 000 ans après le Big Bang, donc cette partie-là ne nous est pas accessible directement parce que la lumière est en quelque sorte figée dans la matière, ce qu'on appelle en physique un plasma. Parce que l'univers est trop chaud et les photons, ils sont sans arrêt absorbés par les électrons. Il y a un milieu, mais quand l'univers descend à une température d'à peu près 3000 degrés, donc 400 000 ans après le Big Bang, c'est suffisamment froid pour que les électrons s'attachent au noyau et forment les premiers atomes. Et à ce moment-là, les photons, donc la lumière, elle est libre de circuler. Donc c'est ce qu'on appelle le découplage de la matière au rayonnement. C'est la première image qu'on peut voir de l'univers, cette image qui nous a été retournée par les satellites Planck et qui nous permet de comprendre l'état initial de l'univers, pas complètement, mais enfin presque, et dans lequel on peut mesurer les fluctuations initiales de densité et celles qui vont générer finalement les galaxies. Donc c'est très important. Une fois que la lumière s'est découplée, en dehors de cette image qui voyage avec nous, en fait, le début de l'univers, eh bien, l'univers est neutre. L'univers est neutre, il n'y a pas d'émission de lumière jusqu'à ce que on forme les premières galaxies, les premiers quasars, on ne sait pas, jusqu'à ce qu'en tout cas il y ait des nouvelles sources lumineuses qui apparaissent dans l'univers. Et ça apparaît environ, entre 100 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Peut-être pas partout au même endroit, peut-être c'est compliqué, on ne sait pas bien. Mais donc c'est cette période où tout d'un coup l'univers qui était, je dirais, sombre, donc l'âge sombre, froid, et tout d'un coup il se réchauffe et il devient lumineux par lui-même parce qu'il y a dedans des étoiles ou des objets qui émettent de la lumière. Et la grande question, enfin une des grandes questions, c'est quelle a été la source de la réionisation de l'univers? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné l'univers s'est réallumé? Est-ce que c'était parce qu'il y avait eu des trous noirs, des micro-trous noirs par exemple, en très grande quantité? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des étoiles très particulières, on appelle des étoiles de population 3, qui sont très massives et qui génèrent énormément de lumière pendant un temps très bref? Ou est-ce qu'il y a eu de la formation d'étoiles? On ne sait pas, mais en quantité suffisante. Or, si dans les filaments que nous avons détectés, qui se situent dans cette région-là, donc un peu après 1 milliard d'années après le Big Bang, donc un peu à la fin de la réionisation, il n'y a pas de raison de penser que ces étoiles naines, existant en très grande quantité, n'existaient pas auparavant. Bon, auparavant, on ne peut pas les voir parce que c'est difficile à observer, parce que ça devient trop loin, on est déjà à la limite de ce qu'on peut faire. Mais si on fait l'hypothèse, somme toute raisonnable, que ces galaxies existent aussi en très grand nombre, comme elles produisent des étoiles, très activement, elles produisent du rayonnement ultraviolet en très grande quantité, ce sont donc elles
qui sont les meilleurs candidats pour la réionisation de l'univers. Donc voilà une des conséquences très intéressantes de notre découverte. Alors je reviens un petit peu finalement sur l'observation des filaments que nous avons faite. Pourquoi on s'est donné tant de mal? Alors, bon, c'était un pari. On n'est jamais sûr d'y arriver. Ça fait partie de la démarche scientifique. Et même parfois, quand on n'y arrive pas, on apprend des choses quand même. Mais je me suis posé la question, pourquoi finalement l'observation des quasars n'a pas apporté ces mêmes résultats autour des quasars? Alors, finalement, on a un peu ce qu'on appelle l'effet lampadaire. Vous connaissez cette histoire, vous avez quelqu'un qui cherche ses lunettes ou quelque chose qu'il a perdu par terre de nuit, éclairé par un lampadaire, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui cherche un peu un moment avec lui, puis à un moment il lui demande « Mais vous êtes sûr que vous l'avez perdu ici ?» Et il lui répond « Ah mais non, je l'ai perdu beaucoup plus loin, mais en fait c'est le seul endroit où je vois quelque chose. » Donc c'est un effet qui est bien connu dans la démarche générale d'ailleurs. On va vers là où c'est facile, mais parfois en allant vers là où c'est facile, on peut rater la vraie question. Donc voilà, c'est à méditer. Et finalement, parfois en faisant les choses difficiles, on permet de répondre peut-être plus précisément à certaines questions. Alors, j'en arrive au bout, et c'est parfait, c'est le temps que je m'étais donné. Donc je dois juste dire que c'était évidemment un travail d'équipe assez colossal. Nous avons été très nombreux à travailler sur ce projet. Et je voudrais notamment remercier mes collaborateurs très proches avec qui on s'est beaucoup amusé pendant cette période à traiter, à dépouiller les données, à comprendre ce qu'on voyait, qui sont David Marie de l'Université de la Côte d'Azur, Thibaut Garel de l'Observatoire de Genève et Jérémy Bézot du CRAL, et puis beaucoup d'autres. Et ça a été une aventure très sympa de faire un projet aussi fou et d'en obtenir des bons résultats. Et donc, ma dernière slide, c'était que nous avons communiqué sur ce projet parce que ça nous semblait amusant et intéressant, et puis c'est tombé pour le moment un moment où il se passait pas grand-chose parce que la presse a été enthousiaste là-dessus, ça a été publié dans le monde entier, ça a été diffusé, je vous mets juste un extrait ici, dans toutes les langues. Alors, j'ai pas tout relu pour savoir s'il disait pas des bêtises. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a intéressé de savoir, au-delà de juste les quelques lignes de ces communiqués de presse, ce qui était derrière, la démarche et comment on y est arrivé et ce qu'il nous reste encore à faire, c'est-à-dire beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je peux déjà dire que ça a beaucoup eu de succès, que les gens trouvent ça passionnant et très intéressant. Et on a déjà 4 petites questions. Alors, si vous en avez d'autres, vous pouvez encore les poser par chat ou ailleurs, on les prendra. Lucie, tu commences? Oui, alors je commence par une question du chat de Ose qui demande, et cette répartition, sous-entendu la répartition des galaxies dont vous parliez au début de la conférence, elle ne se fait pas au hasard du tout? Alors, non, la répartition des galaxies, en fait, ici, ce qu'on recherche, c'est des régions, ce qu'on appelle de surdensité. C'est-à-dire que, grosso modo, alors les galaxies, vous voyez, effectivement, si je reviens sur les slides, alors je pense que je peux reculer, voilà, donc je vais retourner sur une première, par exemple. Alors, par exemple, si vous voyez ici, voilà, tout est projeté sur cette image, l'image de Hubble, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, vous avez tout, ce qui est loin, ce qui est proche, etc. Donc là, c'est difficile à dire quelque chose. Mais effectivement, alors je crois que j'ai pas d'image. Mais effectivement, on s'est aperçu que dans le champ, les galaxies, non seulement il y en avait plus que la moyenne, mais aussi elles semblaient être réparties selon des structures comme on peut imaginer un peu comme des filaments. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a aussi des petits effets de projection, on ne regarde pas forcément perpendiculaire au filament et tout, donc c'était difficile. C'est que quand vraiment on a observé le gaz lui-même, qu'on a pu le détecter, qu'on était sûr que ce qu'on voyait, c'était les filaments. Alors, moi j'ai 2 questions de Arnaud reçues par message. Alors, la première est sur une des premières diapos, la diapo avec la carte des distributions de galaxies. Est-ce qu'on peut la remettre? Voilà, celle-ci. Alors, exactement. Alors, il demande pourquoi cette carte a une forme de nœud papillon et pas de cercle. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas observer? Alors oui, c'est une très bonne question.
on peut pas, quand on recherche les galaxies, on peut pas observer dans le plan de la galaxie. Parce que dans le plan de la galaxie, donc la galaxie c'est un disque, hein, donc dans le plan de la galaxie, la lumière est absorbée par le gaz, les milliers d'étoiles de la galaxie qui sont très brillantes et qui nous empêchent de voir les galaxies qui sont derrière. Donc il y a toujours une région qui est exclue. Alors en général, c'est pas quand même autant que ça, mais après peut-être que la projection elle n'a pas été faite. Mais donc il y a toujours une région, et en fait cette région-là que vous voyez ici, c'est simplement le plan de notre galaxie. Donc on regarde ce qu'on appelle les pôles galactiques. Les pôles galactiques, ce sont ces deux régions, donc il y a le pôle galactique nord et le pôle galactique sud, qui sont situés perpendiculaires à l'axe de notre galaxie. Et donc c'est pour ça que tous les champs extragalactiques que vous pouvez observer, comme par exemple l'Ultra Deep Field, il est effectivement dans le pôle galactique, lui, sud. Et Arnaud avait une autre question, c'est comment va évoluer la toile cosmique dans le futur? Est-ce que l'expansion de l'univers va finir par la déchirer? Ah, c'est intéressant. Celui-là, je crois que c'est une colle, mais normalement, non. Normalement, je pense que... alors, j'essaie de réfléchir en direct. Donc, c'est la compétition entre l'expansion et la gravité. Je ne pense pas que ça s'homogénéise à la fin. Parce qu'il y aura toujours quand même l'effet de la gravité et toujours l'effet de l'expansion. Après, sur l'évolution ultime de l'univers qu'on ne connaît pas bien, hein, savoir, ça dépend aussi de l'énergie noire, donc c'est un peu compliqué. Mais non, ce que je pense pas, c'est qu'en fait, simplement, c'est que dans ce film que vous avez pu voir, où c'est très tumultueux, etc., ça va évoluer beaucoup moins, parce que finalement, une fois que les galaxies sont accrétées, bah, finalement, il n'y a plus d'accrétion. Mais l'évolution lente des filaments, alors ils vont se diluer, c'est vrai, petit à petit, puisque tout se dilue, mais pas jusqu'à devenir complètement homogène. Je vérifierai si j'ai pas auprès de mes collègues si j'ai pas dit une bêtise. Alors il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le chat également. Une question de Nelfitillon qui demande donc l'univers peut manquer de matière pour former des galaxies. Exact. Voilà. C'était une réponse brève. C'est une réponse brève et claire. Ben, au bout d'un moment, oui, au bout d'un moment, l'univers ne formera plus de galaxies. Hein, voilà. Et les deux dernières questions qui viennent d'arriver sur le chat, une question de Giffereux qui demande quel est le domaine spectral de Muse et est-il envisagé de l'étendre? Alors oui, c'est une bonne question. Donc, enfin, il n'y a que des bonnes questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Hein. Mais oui, alors le domaine spectral, c'est de 480 nanomètres. Alors, je ne sais pas comment dire. Donc, ça correspond au bleu. Ouais, bleu-jaune, je crois. Non, le jaune, c'est un peu plus... Et on va jusqu'à 930 nanomètres. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, le domaine visible. Alors, visible, c'est un peu étendu parce que l'œil n'est pas capable de voir quelque chose à 930 nanomètres, mais ça correspond à ce domaine-là. Donc on voudrait l'étendre, et on voudrait l'étendre dans les deux directions. On voudrait l'étendre vers l'infrarouge. Pourquoi? Si on va vers l'infrarouge, on peut voir jusqu'à encore plus grande distance, parce que vous savez, à cause de l'expansion de l'univers, les éléments, les raies sont décalés vers l'infrarouge. Hein, et donc, par exemple, la raie de Lyman alpha, qui est la raie qui nous intéresse ici, qui est la raie de l'hydrogène, la principale émission de l'hydrogène, qui est la raie de Lyman, elle commence à se décaler. Et quand on la voit à l'extrême rouge de Muse, on est à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang. Si on veut aller encore plus loin, il faut passer vraiment dans l'infrarouge. Donc on voudra le faire, mais il y a un problème technologique, les détecteurs deviennent compliqués, très chers, etc. L'atmosphère devient très absorbante, c'est très compliqué, on ne va peut-être pas le faire tout de suite. L'autre domaine qu'on voudrait faire, c'est de l'autre côté. C'est d'aller plus bleu. Parce que si on voit plus bleu, on peut voir des choses un peu plus proches, mais aussi on peut voir d'autres raies qui ne sont pas accessibles, et on pourrait voir une région, par exemple, toujours avec cette fameuse raie de Lyman, de l'univers, qui est un peu plus proche, parce que là, on commence à peu près 2 milliards d'années. Si on va vers, par exemple, 3 milliards d'années après le Big Bang, on a ce qu'on appelle dans le pic du moment où on forme des étoiles dans l'univers, le pic d'activité. Ça serait très intéressant de l'observer. Surtout si on peut observer, on va pouvoir aussi détecter plus facilement ces objets, ces filaments. Donc ça, c'est un projet qu'on a lancé qui s'appelle Blue Muse. Donc il y a Muse bleu.
et qui a été accepté par les eaux et qui va être réalisé par le Centre de recherche astrophysique de Lyon dans les années à venir. Donc écoutez, revenez nous voir dans 10 ans, on aura des résultats encore plus spectaculaires. Mais c'est pas moi qui vous les raconterai probablement. Alors, on a deux autres petites questions qui vont ensemble. Alors, une autre question de Giffereux, qui est un spectateur très régulier de nos conférences, qui demande qu'est-ce qu'il y a au centre des galaxies naines? J'en sais rien en fait. Au centre des galaxies naines, non, moi j'imagine vous posez la question si est-ce qu'il y a par exemple des trous noirs supermassifs comme on peut observer dans la plupart des galaxies. Difficile à dire. Les galaxies naines qu'on observe proches, qui sont peut-être pas représentatives de celles qu'on voudrait voir, on n'observe pas tellement d'objets comme ça, parce que sur des objets trous noirs supermassifs, l'énergie fait que ça disloque finalement ces galaxies naines qui sont composées finalement d'assez peu d'étoiles. Donc c'est assez peu probable. Donc on retrouve probablement une formation d'étoiles classiques avec probablement beaucoup de gaz aussi pour ces galaxies-là. Et du coup, on a aussi une question sur les galaxies naines de Pierre qui demande est-ce qu'elles peuvent fusionner pour donner des plus grandes galaxies plus lumineuses? La réponse est oui, absolument. Et non seulement elles peuvent, mais elles vont. C'est pour ça que finalement on a probablement moins de galaxies naines aujourd'hui que 2 milliards d'années après le Big Bang, parce qu'une grande quantité d'entre elles ont fusionné pour former des galaxies plus grandes. Et une question encore sur le chat de Olivine OL98. A-t-on une explication aux infimes variations de température dans l'univers primordial? Oui, mais ça serait le sujet d'un autre. Enfin, on a des théories comment naissent ces fluctuations de densité, des théories qui sont pour l'instant qu'on essaie de contraindre avec ces observations du fond du rayonnement cosmique. Hein. Mais pour l'instant, c'est juste des théories. Moi, j'en ai une dernière. Alors, c'est Valérie qui dit qu'elle n'a pas très bien compris comment fonctionnait Muse. Et il y avait une diapositive avec un petit film d'animation. Ouais. Et je voulais savoir si on pouvait le commenter pour... Absolument. Mais je comprends qu'elle n'ait pas bien compris parce que je ne l'ai pas expliqué. Alors, comment fonctionne Muse? Allons-y. Alors, accrochez-vous, on va démarrer. Alors, donc vous voyez Muse, ici. Et puis, vous voyez le rayon de lumière qui arrive. Donc, je vais essayer de commenter en direct. Donc, la lumière arrive du télescope et la première chose qu'elle rencontre, c'est ce qu'on appelle un dérotateur optique. C'est quelque chose qui corrige de la rotation de la Terre. Donc, ça permet juste de garder l'instrument stable, de ne pas le faire tourner. Une fois qu'on a fait ça, on a une première réflexion sur un grand miroir, ensuite une deuxième réflexion sur ça, et on va découper, un premier découpage de l'image, on va la découper en 24 parties. Donc vous voyez ici la galaxie, je fais hop, une pause, vous voyez ici la galaxie, donc, c'est une image du champ qu'on observe, et on l'a découpée en 24 parties, en faisant avec un système de lentilles et de miroirs dans lequel on va envoyer chacune des parties vers un endroit différent. Alors, suivons ce qui se passe. Hop. Donc, vous voyez, les rayons vont, et comme il y a des angles entre systèmes, avec des systèmes optiques, on transporte la lumière pour la séparer. Donc ça, c'est le premier élément de découpage. Ensuite, on va rentrer, alors je fais une deuxième pause, tout ce système assez compliqué sert juste à découper en 24 et à redistribuer. Ensuite, chacun de ces régions, c'est finalement une région du ciel qu'on observe, ici rectangulaire. On va la transporter, son image, vers un objet entier qui est repliqué 24 fois, qui est ce qu'on appelle un spectrographe intégral de champ. Puis vraiment le spectrographe 3D en l'occurrence. Il y en a 24 identiques. Alors que se passe-t-il là-dedans ? Donc, on rentre dedans, et là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le découpeur d'images. Alors, c'est la partie la plus noble de Muse, et aussi la plus difficile à réaliser. Ce découpeur d'images, il est là juste pour réorganiser la lumière. En fait,
ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de base, c'est qu'on a 3 dimensions. On a 2 dimensions d'espace, hein, donc x, y, et puis on a une dimension en longueur d'onde. Donc, on a un spectre qui correspond à un endroit du ciel, et sur cet endroit du ciel, on va faire un spectre. Donc on a intrinsèquement 3 dimensions. Or, nos détecteurs, qui sont très performants, mais ils ne sont qu'à 2 dimensions. Donc, tout le système un peu compliqué, vous voyez là, il est fait pour réarranger ces 3 dimensions sans en perdre aucune, et les réarranger, les exploser pour les mettre sur 2 dimensions. Donc le slicer, c'est lui qui fait ça. C'est un système avec des micro-miroirs extrêmement petits, sphériques, tiltés, et qui vont finalement redistribuer la lumière. Et vous voyez que ici, alors je vais continuer, la lumière est redistribuée et ensuite elle est envoyée vers ce qu'on appelle un spectrographe classique. C'est un système qui concentre la lumière et qui la disperse pour chaque point va donner un spectre. Et donc, à partir de ça, on reconstitue l'image de l'endroit complet d'un système à 3 dimensions, donc les spectres en chaque point du ciel. J'espère que j'ai été clair, en tout cas un petit peu plus. Et pendant qu'on répondait à celle-ci, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Une question de Bertou, pardon. Est-ce que les galaxies naines sont similaires au nuage de Magellan? Alors, oui. Oui et non. Le nuage de Magellan serait, dans notre échelle, une galaxie naine importante, en masse, hein, plus importante que celle qu'on considère. Et puis le nuage de Magellan, c'est des galaxies satellites. Alors, les galaxies naines sont souvent satellites de grandes galaxies, mais pas toujours. Donc, la réponse est assez... Oui, donc ça pourrait être... C'est même encore plus petit que le nuage de Magellan. Eh bien, je crois que c'est bon. Je regarde une dernière fois si on n'a pas une question qui est arrivée par mail, sur Twitter. Mais j'ai l'impression que tout est bon. Très bien. Alors, merci beaucoup, Roland, pour cette présentation. Merci beaucoup à toutes les personnes, tous les spectateurs qui ont beaucoup posé de questions et qui ont été très actifs. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, écoutez, demain, je levais un verre aux galaxies naines. On le fera tous très volontiers et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde.